Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Et ben oui, c'est vrai que l'on parle encore aujourd'hui de la crise de couple, de la crise existentielle, et on va se poser une question avec les neurosciences. Pourquoi il ne faut pas tenir compte du déclaratif de son conjoint? Est-ce que les pensées et le langage sont reliés dans le cerveau? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. En tout cas, on va se rapprocher de la science. Vous savez que le capitaine, il est comme vous, c'est un bosseur, il adore se former, il adore apprendre. Et quand les neurosciences avancent, eh bien, on l'utilise pour la crise existentielle, pour la crise de couple, pour avoir des nouveaux outils que je vous donne chaque semaine dans les formations, où vous êtes de plus en plus formés, de plus en plus aiguillés, de plus en plus aidés. Alors, je sais qu'il y a des coachs qui sont encore sur des périodes PNL, hein, cette vieille méthode des années 70, c'est-à-dire c'est la majorité des coachs. Eh bien non, vous, ici, vous êtes bien lotis, vous êtes avec les neurosciences, c'est-à-dire que ça vous permet de comprendre ce qui se passe véritablement dans le cerveau et de suivre l'actualité des neurosciences. Et ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir aussi les utiliser dans votre travail de tous les jours. Les neurosciences, ça aide tout le monde et là, le fonctionnement finalement de l'être humain va vous aider, que ce soit dans le cadre d'une crise existentielle d'ailleurs ou dans des moments de réflexion plus anodins. Et bien souvent, vous savez que vous avez l'impression que votre pensée et que votre langage sont intimement liés. Et pourtant, aujourd'hui, la neuroscience, les sciences modernes nous montrent que ce n'est pas aussi évident que l'on y paraît. Nous allons voir dans cette vidéo que cette idée déroutante, que le langage et la pensée sont indissociables, eh oui, elles sont certainement indissociables et sont même traités par des systèmes cérébraux distincts, ce qui fait et ce qui explique que votre conjoint, quand il est dans sa phase de crise de couple ou de crise existentielle, dit tout et son contraire, change tout le temps d'avis et qu'il ne faut pas tenir compte de son déclaratif. On va voir en détail ce qui se passe dans le cerveau aujourd'hui. Alors on va imaginer que vous aussi, vous êtes en crise et que vous posez une question de réflexion profonde. C'est ce genre de question que se pose votre conjoint pendant sa crise de couple. Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que je suis heureux dans mon couple? Eh bien, pendant la phase 2 de sécurisation, votre conjoint s'est posé ce genre de questions et finalement, il s'est demandé si on peut évidemment avoir une réponse à ça. Votre conjoint se dit, est-ce que je suis heureux et qu'est-ce que je peux faire pour résoudre finalement ce mal-être que j'ai? Alors au début, évidemment, comme vous n'êtes pas formé, comme vous n'avez pas encore appris, comme vous n'êtes pas fait coacher, eh bien évidemment, vous commettez beaucoup d'erreurs et votre conjoint se dit, pour résoudre mon malheur, je vais plutôt quitter le couple parce que c'est ce couple qui me fait trop souffrir. Si vous vous posez cette question, est-ce que je suis heureux dans ma vie, par exemple, eh bien souvent vous pourriez répondre sans prononcer un seul mot. En effet, ce que l'on sait aujourd'hui en neurosciences, c'est que la pensée n'a plus besoin de mots pour se manifester. Le cerveau humain est capable de traiter des concepts, des idées complexes, sans avoir à faire appel au langage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors pendant très longtemps d'ailleurs, on pensait, c'est pour ça que la psychanalyse a eu pendant longtemps pignon sur rue. On faisait discuter quelqu'un pendant 10 ans et on pensait que comme le langage et la réflexion étaient liés, le fait de le faire beaucoup parler allait lui permettre de trouver des solutions. Évidemment, ça n'avait pas beaucoup d'effet puisqu'au bout de 10 ans, le cycle avait changé. On avait l'impression d'aller mieux, mais finalement, on avait vraiment maturé. Alors ça fait du mal à personne de parler, évidemment, hein, mais si on parle trop souvent, vous voyez que les pirates qui écrivent trop souvent aussi sur le groupe Facebook ou en commentaire de ces vidéos finissent par se perdre hein, dans leurs réflexions. On va prendre l'exemple d'une cliente qui serait dont le conjoint serait en crise existentielle par exemple et par exemple ce conjoint ça je l'ai eu en coaching il n'y a pas longtemps, ma cliente me disait mon mari se demande si son mariage vaut vraiment la peine encore un jour et finalement le mari dans ces cas-là n'a pas besoin de mots pour analyser la situation, c'est parce que notre piratesse allait chercher où tu as dit alors tu as réfléchi etc qu'il devait verbaliser les choses. Et comme généralement pendant la crise, on n'a pas trop de pensée, on ne sait pas où on en est, on n'a pas de solution. C'est rare quand on dit voilà ça y est j'ai trouvé une solution. C'est souvent le pirate, le bébé pirate qui va demander à son conjoint alors où tu en es et là il va sortir une saucisse comme je sais pas trop quoi dire, comme je suis peut-être en train de me prendre la tête avec mon conjoint en disant ben je crois que c'est fini entre nous parce que finalement si votre conjoint ne sait pas et que vous le saoulez en lui demandant où ça en est, il risque de dire c'est fini je reviendrai pas alors qu'en réalité il n'en savait rien dans sa tête.
Donc finalement, on n'a pas besoin de formuler les choses pour avoir des idées claires, mais c'est pas parce qu'on va formuler quelque chose que ça va clarifier la situation, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps avec la psychologie. Donc Evelina Fedorenko, qui est une neuroscientifique, a analysé le processus de la pensée et elle nous explique à travers ses recherches que son processus de pensée se déploie dans des régions du cerveau distinctes de celles qui traitent le langage. Donc quand vous allez saouler votre conjoint en lui disant où tu en es, en parlant du couple, eh bien vous allez finalement lui faire croire qu'il a pris des décisions alors que s'il n'avait pas utilisé le langage, c'est-à-dire il était mort, c'est fini, il n'aurait pas pris de décision. Donc finalement, si la pensée humaine était uniquement reliée à des mots, on ne comprendrait pas pourquoi des animaux comme les chimpanzés ou même les corbeaux peuvent résoudre des problèmes complexes sans avoir recours au langage. Vous savez, c'est ces corbeaux qui chassent les proies ensemble sans véritablement communiquer, ou les chimpanzés qui ont des interactions entre eux finalement. Ils n'ont pas de langage véritablement, de mots, mais ils arrivent quand même à faire des stratégies entre eux. Donc les découvertes de neurosciences et de Fedorenko nous expliquent effectivement que la compréhension du processus de réflexion humaine est beaucoup plus complexe que ce qu'on ne le pensait, et parfois vouloir faire parler quelqu'un, utiliser le langage, va faire que ça va influer sa réflexion, mais dans le mauvais sens. Comme je ne sais pas de quoi j'en pense, et comme tu me saoules, je vais te dire que tu m'as saoulé et qu'on ne se rapproche pas. Donc en neurosciences, on a des études sur l'imagerie qui nous aident aujourd'hui, qui nous apprennent finalement que les zones du cerveau impliquées dans la réflexion sont différentes de celles traitées dans le langage. La pensée et le langage sont des processus distincts. Et dans son travail de pionnier, Fedorenko nous explique que le cortex frontal gauche, traditionnellement associé au traitement du langage, est en réalité dédié à des fonctions hiérarchiques complexes, que ce soit pour résoudre des problèmes mathématiques et même composer de la musique. Donc cette zone-là, elle est aussi active lorsque nous traitons des informations abstraites, ce qui montre évidemment, vous l'avez compris, qu'il existe des liens cérébraux entre réflexion et pensée en dehors du langage. Alors vous vous souvenez, il y a quelques années, enfin il y en a encore, des coachs qui vous disaient qu'il y a un cerveau droit, un cerveau gauche, un qui est rationnel, l'autre qui a des émotions. On a vraiment bossé en neurosciences. Aujourd'hui, on a bien avancé sur ce sujet-là, mais je sais qu'encore il y a des coachs et des psys qui parlent de cerveau droit et de cerveau gauche. Bon voilà, c'est comme ça, on peut pas leur en vouloir. Il faudrait qu'ils se mettent à bosser aussi. C'est comme, c'est pas des pirates aussi des neurosciences de la psychologie. Donc on voit que à chaque étude de neurosciences, on apprend des choses. On n'est pas obligé de rester sur des idées de PNL des années 1970. Donc finalement, on s'est aperçu que même des personnes atteintes d'aphasie, c'est-à-dire des troubles du langage, eh bien, ces individus, malheureusement, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas écrire. Ils conservent cependant la capacité à résoudre des problèmes complexes. Cela suggère finalement que on peut toujours penser, même sans formuler ses pensées. Et quand on ne formule pas avec des mots, finalement, on pense quand même. Mais lorsque l'on doit formuler avec des mots une réflexion qui n'est pas aboutie, est-ce que je reste ou est-ce que je pars, eh bien, souvent, on va verbaliser quelque chose qui correspond à l'émotion, par exemple la colère, et on dit, ben non, jamais je reviendrai avec tout ce que tu m'as fait. Et donc ça devient, ensuite une fois qu'on l'a dit, ça sédimente la réflexion. Donc chaque fois que vous allez saouler votre conjoint, eh bien vous allez voir que votre conjoint va prendre des décisions qu'il n'était pas prêt à prendre et qui n'iront pas dans le bon sens. Donc quelqu'un qui est frappé d'un AVC, c'est la même chose, ne peut plus exprimer verbalement ses pensées. Et en revanche, il reste lui aussi capable d'analyser des situations complexes, comme si une personne est sincère ou pas. Donc ce phénomène est un indice très fort qui a fait travailler les chercheurs sur les voies distinctes entre la pensée et le langage. En réalité, si la pensée ne dépend pas du langage, c'est important à comprendre pour les crises de couple, ça modifie radicalement notre manière de comprendre la notion de cognition humaine, d'intelligence humaine, notamment en période de crise existentielle. Si un conjoint en crise qui, face à une rupture imminente, décide de prendre du recul, c'est arrivé, j'ai besoin de réfléchir, par exemple, il n'a peut-être pas les mots pour expliquer précisément ce qu'il ressent ou ce qu'il veut, parce que peut-être qu'il ne le sait pas lui-même. Donc si on le saoule pendant qu'il est en train de penser, il va devoir répondre, mais il va devoir répondre dans le mauvais sens, en tout cas ce que vous ne souhaitiez pas.
Donc finalement, c'est pour ça que les personnes en crise ont un discours confus. C'est souvent pour ça qu'ils changent souvent d'avis. C'est pour ça aussi qu'ils n'arrivent pas à articuler ses idées. Ça ne veut pas dire qu'il ne réfléchit pas. Au contraire, quelqu'un en crise, il réfléchit tout le temps, toute la journée. Il vous compare à pansement. Il vous compare est-ce que je pars, est-ce que je reste. Ça lui prend la tête. Et si vous obligez ces pensées qui ne sont pas abouties à les transformer trop tôt en langage, eh bien évidemment, ça va créer un éloignement entre vous et votre conjoint. Donc, pendant longtemps, les psys de quartier vous ont forcé à formuler ce que vous vouliez, et même à répéter, et même à vérifier ce que vous dites. Et bien finalement, on associe trop facilement la recherche de la pensée et cette richesse de pensée avec la capacité de verbaliser. Ça n'a rien à voir. Un partenaire, dans une crise existentielle, a beaucoup de mal à parler de ce qui lui semble inaccessible. Donc plus vous allez parler de votre couple, plus vous allez lui faire parler de ce qui lui semble inaccessible, plus il va prendre de mauvaises décisions. Donc finalement, votre conjoint c'est pas parce qu'il ne verbalise pas, qu'il reste dans son coin, qu'il scrolle sur son téléphone, qu'il sort beaucoup, qu'il ne réfléchit pas. Votre conjoint réfléchit beaucoup, mais il ne le verbalise pas par un langage parce que pour le moment, sa réflexion n'est pas terminée. Son cerveau est en train de se reconfigurer. Donc, puisque vous avez compris qu'on peut approfondir la distinction entre la pensée et le langage, vous allez pouvoir vous demander si le processus de pensée a à son tour besoin de symboles. Alors, il n'a peut-être pas besoin de langage, mais est-ce qu'il a besoin de symboles? Le langage, qu'il soit oral ou qu'il soit écrit, c'est un système de symboles par lequel nous traduisons nos pensées. Donc, si vous obligez à votre conjoint d'écrire en plus, donc c'est des symboles encore plus forts, où tu en es, vous le demandez par texto, par WhatsApp, par mail, et bien là, vous allez évidemment éloigner votre conjoint, puisque la réponse est très complexe dans le cerveau de votre conjoint qui ne sait plus où l'en est. Si vous l'obligez en plus à écrire, il va écrire la chose la plus facile, hein, qui dit pour le moment, laisse-moi tranquille, je suis pas prêt, ou il le symbolise avec ton autre mot. Donc finalement, il existe des situations où des représentations visuelles et émotionnelles peuvent remplir ce rôle, c'est-à-dire que si vous faites passer des bons moments avec votre conjoint, si vous faites vivre des bonnes émotions avec votre conjoint, eh bien votre conjoint mûrira plus ses réflexions, puisque sa réflexion va être mûrie par les bons moments que vous passez ensemble, et non pas par le fait que vous l'obligez à dire ce qu'il ressent, parce qu'il n'en sait rien. Imaginez un artiste en pleine création, si vous allez le saouler parce qu'il est en train de créer, il était sur une idée, il va vous envoyer paître. Eh bien c'est pareil pour quelqu'un en crise, il ne sait pas où l'en est, et si vous lui dites où tu en es, hein, bien évidemment, il va vous envoyer paître. Donc un créatif, avant même de dessiner, avant même de peindre, il imagine souvent des formes, des couleurs, des mouvements. Donc c'est un processus non verbal, mais tout aussi riche en informations. Donc la personne qui va créer, souvent elle réfléchit beaucoup avant de produire, avant de parler, c'est tout dans sa tête. Il n'y a pas besoin de langage. Il y a des émotions, il y a des visions, des couleurs, des formes, etc. Et ensuite, quand c'est prêt, et uniquement quand c'est prêt, la personne peut créer. Donc, à l'instar des artistes, de nombreuses personnes qui sont confrontées à leur crise existentielle vont puiser dans ces images mentales. Donc, les personnes en crise existentielle ont besoin de voir beaucoup de choses, mais pas forcément d'en parler. Et plus vous allez en parler, moins ça va être possible. Souvent, quand on est en coaching, vous me dites, mon conjoint m'a dit par exemple qu'il ne m'aimait plus. Mais quand on remonte, c'est vous qui avez souvent la plupart du temps entraîné la conversation. Donc, quand votre conjoint est en crise, laissez-le aboutir sa réflexion à l'aboutissement sera, il vaut mieux pas se séparer, mais si vous lui demandez trop tôt où il en est, eh bien évidemment votre conjoint va vous dire que pour le moment il n'est pas prêt à revenir. Donc les représentations mentales qu'a votre conjoint dans sa tête ne sont pas des mots, mais des formes pures de pensée qu'il n'est pas encore capable de verbaliser. Si vous l'obligez à verbaliser avant, eh bien évidemment ça fait des misères. Si votre conjoint est en crise existentielle et qu'il ne sait pas où il en est et qu'il va voir le psy de quartier qui le fait verbaliser, eh bien aussi, il va y avoir des catastrophes. C'est souvent le psy de quartier qui va lui donner la solution en disant « Ouais, mais dans la vie, tout le monde divorce » ou « Dans la vie, il faut faire que ce qu'on aime, etc. » Et donc, comme le conjoint n'a pas fini sa réflexion, il dit « Bah oui, moi je veux dire comme le psy. » Donc c'est pour ça que beaucoup de psys entraînent des séparations ou des breaks
qui sont assez terribles pour ensuite le bien-être des enfants et l'équilibre des enfants. Donc tant qu'on n'est pas maturation de réflexion, on doit éviter de faire verbaliser par le langage. Donc c'est vrai que on peut pas demander aux psys de ne pas faire leur métier, hein, de refuser du monde. C'est leur métier de faire parler, donc voilà. Mais c'est pour ça que il vaut mieux bosser avec les neurosciences parce que ça nous, on est plus avancé sur le fonctionnement et la compréhension comme on le voit aujourd'hui. Donc finalement, la réflexion de votre conjoint pour aller vers la phase 4 n'a pas besoin évidemment de mots, de verbalisation, de langage pour continuer à avancer. Donc ces découvertes sur le lien entre la pensée et le langage ont des implications profondes pour toutes les personnes qui traversent des crises de couple et notamment des crises existentielles. Cela montre qu'une crise de couple, une rupture imminente ou même parfois une crise émotionnelle ne peuvent pas toujours être comprises à travers des mots seuls. Donc c'est souvent les mots sont assassins. Donc une personne en crise est souvent perdue dans ses pensées, n'est pas capable de les exprimer car pour l'instant elle ne trouve pas une forme de réflexion non verbale. Si on prend l'exemple d'un homme qui traverse une période de doute intense concernant peut-être son avenir de couple ou son avenir professionnel, bien qu'il ne soit pas encore en mesure de l'exprimer verbalement à sa partenaire, il réfléchit à son avenir de manière intense. C'est pour ça que l'on voit la personne qui ne parle pas, qui s'enferme, qui réfléchit beaucoup. C'est trop tôt pour lui demander. Là, la personne visualise son chemin, elle n'a pas encore besoin, on n'est pas encore capacité de formuler des mots. Le fait que votre conjoint soit incapable de parler ne signifie pas qu'il est en train qu'il n'est pas en train de penser activement. Pendant la crise de couple, pendant la crise existentielle, on pense beaucoup. Et finalement, ces pensées qui suivent notre chemin non verbal peut être profond et significatif et ne doit pas être interrompu, sinon on n'avance pas. Donc la crise est peut-être une recherche intérieure, les mots ne sont pas nécessaires, et c'est pour ça que lorsque l'on force son conjoint à faire du déclaratif, je ne t'aime plus, ou que c'est parfois d'ailleurs le pansement qui oblige « parle à ta femme, parle à ton mari, sinon moi c'est fini entre nous », donc il va verbaliser, mais il va verbaliser quelque chose qui n'est pas fini dans sa tête, et c'est pour ça qu'il revient sur ces déclaratifs fréquemment. Donc, vous avez compris que la pensée ne dépend pas du langage. Pendant une crise, laissez votre conjoint réfléchir. Évitez de vouloir le faire parler parce que ça va se retourner contre vous. Le cerveau humain, en général, et celui de votre conjoint en crise, est capable de traiter des idées et de résoudre des problèmes sans avoir besoin de mots. Cela vous aide à comprendre pourquoi votre conjoint en crise existentielle peut parfois paraître distant, inaccessible, sans que ce soit le signe que la relation est terminée ou que c'est une absence de réflexion. Souvent, vous dites « Oh, mon conjoint, il pense à rien, il s'en fout, moi j'y pense toute la journée. » Ben oui, votre conjoint aussi, il pense toute la journée. Donc, vous voyez que notre manière de comprendre les relations humaines grâce aux neurosciences, tout ce qu'on apprend dans les formations, tout ce qu'on apprend dans les coachings, eh bien, tout ça nous change l'approche de la résolution de la crise. Et c'est pour ça qu'autant de pirates, depuis 1999, réussissent à récupérer leur conjoint, parce qu'ici, on explique comment ça se passe et on donne les vraies raisons scientifiques. Si vous voulez connaître le catalogue des 260 formations, il est fou le capitaine, 260 formations. Si vous voulez accéder gratuitement au groupe Facebook, si vous voulez avoir une formation gratuite, si vous voulez avoir accès aux 6 types de coaching du capitaine, si vous voulez avoir accès au Telegram des pirates, c'est-à-dire où je vous mets des vidéos, des textes toute la journée pour vous donner la grinta et mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, vous savez que vous avez un coaching mensuel qui est mis en place depuis quelques temps, eh bien vous êtes au bon endroit, vous allez cliquer sur l'affiché plus, sur le descriptif de cette vidéo, et évidemment on va arriver ensemble, on va se former, on va mettre en application. Sur le groupe Facebook des pirates, vous pouvez demander des conseils aux autres pirates pour mettre en application ce que vous avez appris. Ne venez pas sur le groupe des pirates pour raconter votre vie, on ne pourra pas vous aider. Dites-nous, j'ai appris ça en formation, comment je le mets en place, aidez-moi à le mettre en place. Là, les pirates et le capitaine seront efficaces. On compte sur vous, vos enfants comptent sur vous, vous êtes en souffrance actuellement, vous avez les outils, vous avez 260 outils, vous avez 6 types de coaching, vous n'avez aucune excuse, vous pouvez y arriver, vous allez y arriver, on va vous soutenir et la science est là avec nous.